Parce que le légal, c'est la pierre angulaire, c'est la porte d'entrée de tous les projets Web3, j'ai décidé d'enregistrer un épisode mensuel avec Mathieu Quignou, avocat et cofondateur du cabinet Legal Brain à Paris. Il a également créé une société de création NFT avec licence de propriété intellectuelle qui s'appelle Atto. Dans ce 3e épisode que nous ensemble, Mathieu et moi, nous avons décidé d'inviter Akli Lecoq. Akli, merci beaucoup d'être là un samedi matin, à 9h du matin. Il n'y a que les gens qui travaillent dans le Web3 qui travaillent à cette heure-ci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'en 2 mots, tu peux te présenter ? Bonjour, donc je travaille donc à la Direction générale des finances publiques, donc comme inspecteur des finances publiques depuis quelques années. Et avant, j'étais dans le crowdfunding. Et voilà, je me définirais plutôt comme un utilisateur Linux qui est rentré naturellement dans les cryptos ensuite. Voilà. Ok, merci en tout cas d'être là ce matin. Et salut Mathieu, merci aussi à toi d'être là évidemment. Alors Mathieu, c'est toi qui as choisi la thématique, c'est toi qui donne le ton. Donc, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Merci Claudia, bonjour. On va parler de plusieurs thèmes qui sont souvent un peu présentés comme très éloignés, mais où on voit finalement un intérêt nécessaire sur les questions de fiscalité. Et donc la fiscalité, c'est beaucoup de choses. Il y a de la fiscalité à la fois autour de la question des cryptos, qui est bien connue, qu'on pense souvent au niveau international. De la fiscalité sur les NFT, qui est souvent pas encore complètement prise en compte parce qu'on ne sait pas tellement comment appréhender cet objet au niveau fiscal, comme l'a démontré la dernière loi de finances, où finalement il y a eu un recul au dernier moment sur la volonté d'appréhender ce nouveau phénomène. Et on va aussi parler de la fiscalité aussi de Bitcoin, de la manière dont on peut appréhender cet objet-là qui est déjà un peu plus ancien et qui a été reconnu comme une monnaie officielle par certains pays. Et donc, voilà, il y a des conséquences fiscales à ça et peut-être qu'on peut commencer par ça. On va faire honneur au Bitcoin et voir finalement comment Akli peut nous dire comment il perçoit ça, lui, avec son point de vue qui est bien particulier, un pied dans les deux mondes. Comment est-ce qu'on peut appréhender le Bitcoin au niveau de la fiscalité internationale en tant que devise ou en tant que crypto-actif? Comment ça s'apprécie? Alors, donc déjà, je m'exprime en mon nom propre et pas au nom du ministère de l'économie et des finances ou de la Direction générale des finances publiques. C'est un avis personnel et ça n'engage pas l'administration. Alors en fait, avant de parler de fiscalité, du coup, il faut d'abord parler de droit et de qualification juridique. Et en fait, c'est souvent l'étape qui est manquée. C'est une des choses que j'explique notamment auprès des apprenants à l'IRA où je donne des cours. En fait, on saute toujours cette première étape. Et en fait, c'est pas une étape qui est faite par la Direction générale des finances publiques, mais par la Direction générale du Trésor, qui prépare en fait les textes de loi du Code monétaire et financier, qui vont mettre dans une case tel ou tel produit financier, titre financier, voire monnaie, voire devise, mais pour la ranger dans une case juridique, qui va nous permettre ensuite d'avoir des règles comptables et en dernier des règles fiscales qui sont issues des obligations comptables. Et donc en fait, dans ce cheminement-là, pour le Bitcoin, on a eu un énorme vide juridique jusqu'au 1er janvier 2019, puisque le Bitcoin n'était pas défini juridiquement, il n'était pas défini comptablement, en tout cas pas vraiment. Et on avait uniquement une prise de position de l'administration, donc en fait un BOFIP qui datait de juillet 2014, où par un numéro un petit peu délicat, on va dire, la direction de la législation fiscale, donc une administration. Donc, normalement, c'est pas le pouvoir de l'administration de faire ça, c'est le pouvoir du Parlement. Mais l'administration le fait quand il y a besoin de manière subsidiaire et temporaire. Donc avait fait une espèce de numéro d'équilibriste, faut bien le dire, en parlant de support, c'était pas vraiment de la monnaie électronique, mais c'était en gros un support. C'était une unité de compte électronique sur un support de stockage virtuel. Donc, on était vraiment sur un truc qui mélangeait un petit peu tout. Mais en gros, on avait juste une prise de position administrative pour éviter de choisir, pour dire c'est pas vraiment de la monnaie, mais c'est pas vraiment de la monnaie électronique, comme la monnaie qu'on a sur un compte BNP ou sur un compte Revolut, par exemple, qui, ça, est de la monnaie électronique au sens de l'article 315-1 du Code monétaire et financier. Donc, en gros, la monnaie électronique actuelle, au niveau légal, c'est des unités de compte qui représentent, entre guillemets, soi-disant, des vrais euros ou des vrais dollars ou des vrais ce que vous voulez, auprès d'un intermédiaire qui est agréé. Donc, soit un établissement de crédit, une banque comme la BNP,
soit un prestataire de services de paiement, par exemple Revolut. Donc voilà. Donc ça, il fallait absolument pas, visiblement, que le Bitcoin et ensuite les crypto-monnaies soient officiellement et légalement de la monnaie électronique. Donc il fallait trouver autre chose. Et donc on avait trouvé ça de manière temporaire, donc en 2014. Et ensuite, durant l'automne et l'hiver 2018, enfin l'automne 2018, il y a eu en fait des réflexions donc menées dans la commission verte, la commission des finances de l'Assemblée, où siégeait Pierre Persson, pour essayer de donner un cadre juridique et trouver une définition en fait, leur donner un statut en fait juridique, avant même de parler de comptabilité et de fiscalité. Et donc on ne savait pas si on allait parler de crypto-monnaie. La Banque de France et les différentes autorités, on va dire du système classique, n'ont absolument pas souhaité qu'on utilise le terme de crypto-monnaie. Donc et elles ont vraiment insisté plusieurs fois dessus. Donc il fallait parler d'actifs. Donc on a retenu que ça serait non pas un crypto-actif, ça n'existe pas les crypto-actifs à l'heure actuelle, mais un actif numérique. Et donc c'est le terme qui a été entériné. Et donc au sein de la commission des finances de l'Assemblée, il a été proposé d'insérer dans le code monétaire et financier toute une série d'articles. Le premier étant l'article L5410-1 du code monétaire et financier. En gros, une définition qui va créer deux sous-parties. Une première partie avec les jetons, donc qui vont donner accès à un droit, un bien ou un service sur un dispositif électronique partagé. C'est le nom légal qu'ils emploient pour les blockchains et les registres distribués. Donc ça, c'est quand on a vraiment accès à quelque chose d'utilitaire, entre guillemets. Et d'autre part, les représentations numériques d'une valeur. Et c'est là qu'on a un léger souci maintenant, récemment. C'est qu'en fait, les représentations numériques d'une valeur, donc en gros, tout ce qui sert, a priori, comme crypto, et non pas comme jeton issu d'une crypto, les représentations numériques d'une valeur, en fait, la définition, semble-t-il, est très, très, très inspirée d'un document bancaire de 2014 qui les définit de manière négative. Donc, en fait, une représentation numérique d'une valeur, en fait, pour le code monétaire et financier, donc pour le Parlement qui a adopté cette définition, vraisemblablement proposée par la direction du Trésor. En gros, une représentation numérique d'une valeur, c'est quelque chose qui n'est pas de la monnaie émise ou garantie par une banque centrale, qui n'a pas le statut juridique d'une monnaie et qui n'a pas le cours légal dans un pays, mais qui peut être accepté pour payer et qui utilise en gros une blockchain. Donc en fait, ça nous fait 5 conditions qui se cumulent. S'il y en a une seule qui n'est pas cumulée, du coup, c'est plus un actif numérique, enfin, c'est plus une représentation numérique d'une valeur. Et en fait, moi, je peux comprendre pourquoi ça a été rédigé de cette manière-là par je ne sais pas qui en 2018 et avant et copié entre guillemets d'une position bancaire. C'est qu'ils ne s'imaginaient absolument pas que un jour ces conditions tombent du simple fait qu'un pays comme le Salvador pourrait accepter le Bitcoin comme une monnaie officielle qui n'est pas émise par le Salvador, mais elle est émise par la Coinbase, donc la transaction de récompense lors de l'émission d'un bloc toutes les 10 minutes. Mais par contre, elle est garantie par la Banque centrale du Salvador, c'est marqué dans le texte de la loi du Salvador. Elle a un statut officiel et elle a cours légal. Donc ça fait déjà plusieurs définitions, plusieurs conditions qui tombent. Et il suffit qu'une seule tombe pour que ça ne soit plus une représentation numérique d'une valeur et donc ça ne soit plus un actif numérique. Donc, en fait, depuis que le Salvador a fait du Bitcoin sa monnaie officielle, vraisemblablement, le Bitcoin, mais ce n'est pas une position officielle de l'administration. Et encore une fois, ce n'est pas l'administration fiscale de prendre cette décision, c'est à ceux qui ont écrit ce texte et qui l'ont fait voter. C'est vraisemblablement plus, en tout cas, un actif numérique. Donc, a priori, une monnaie qui est reconnue par un pays étranger, par exemple, le dollar est reconnu par les Américains et la France reconnaît le gouvernement des États-Unis. Donc, le dollar est une devise étrangère pour la France. Bon, a priori, c'est pareil pour le Bitcoin. Ok, parce que là, ils ne le reconnaissent pas donc depuis 2019 comme un actif numérique. En revanche, ils nous imposent sur la plus-value. Non, c'est l'inverse. En fait, depuis 2019, ils ont créé un cadre qui s'appelle actif numérique, qui contient les jetons et les représentations numériques d'une valeur. Donc, les choses qui ne sont pas officiellement de la vraie monnaie bancaire, mais qui peuvent être acceptées comme paiement. Donc, normalement, ça pourrait, par exemple, inclure le Dogecoin ou toute crypto en fait qui a son registre, qui n'est pas vraiment une monnaie officielle d'une banque centrale ni d'un État et qui sert à payer en fait. Ok, voilà. Mais donc potentiellement toutes les monnaies peuvent payer. Donc depuis 2019, il y a ce cadre-là pour les actifs numériques, mais le Bitcoin en est sorti du simple fait que maintenant c'est une devise d'un pays dans le monde qui est reconnue par la France.
Et donc, est-ce que la logique de plus-value qu'on regarde beaucoup quand on spécule sur des actifs comme ça, est-ce qu'elle est toujours applicable de la même manière ou d'une manière un peu différente? Mais justement, en fait, malheureusement, le raisonnement comptable et le raisonnement fiscal, il est totalement dépendant de la définition de base juridique, en fait. Les impôts ne font qu'appliquer les règles de la comptabilité en leur donnant une suite avec un taux, et la comptabilité ne fait qu'appliquer les règles qui mettent des choses dans des boîtes juridiques. Et donc, en fait, on a toute notre chaîne, en fait, de raisonnement qui tombe, en fait, potentiellement. Donc, par exemple, pour les comptables, normalement, vous avez une classe comptable pour les devises, donc il faut utiliser quand vous achetez du dollar et vous êtes une entreprise et vous devez comptabiliser votre dollar. Et vous avez un compte de classe comptable, donc une rubrique, à utiliser depuis le règlement de l'autorité des normes comptables de 2018 et après celui de 2020. Vous en avez deux principalement, mais en gros, vous devez utiliser un compte qui s'appelle jeton détenu. Donc c'est vrai que voilà, les comptables, eux, ils appellent tout jeton, hein, que ce soit un jeton ou une vraie crypto qui a son propre registre. Ils appellent ça jeton. Donc si vous avez de l'Ether, pour un comptable, l'Ether c'est un comptable. L'Ether c'est un jeton. Voilà. Et pour la fiscalité, malheureusement, la règle qui a été votée donc avec la loi Pacte, donc en mai 2019, c'est si vous vendez, donc si vous vous débarrassez, vous cédez un actif numérique, donc il faut que ça soit bien un actif numérique, hein, on est d'accord, par exemple Ethereum est bien un actif numérique. Pour l'instant, Ethereum n'est pas la monnaie officielle d'un État qui est reconnue par le gouvernement français ailleurs. Donc si vous vendez un Ether, par exemple, et vous achetez de la monnaie ayant cours légal, donc non pas la monnaie ayant cours légal de la France, hein, de la monnaie ayant cours légal, donc en gros, si vous le vendez contre du dollar ou de l'euro, bah, effectivement, votre Ether, il sera taxé à 30% à la flat tax, en fait. Ça, c'est la règle. Mais du coup, pour le Bitcoin, si vous vendez du Bitcoin, qu'est-ce que vous avez vendu? Est-ce que vous avez vendu un actif numérique? On vient d'expliquer que c'était probablement plus un actif numérique et que c'était une devise étrangère. Donc, en fait, c'est comme si vous aviez vendu du dollar contre, par exemple, du yen. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller à l'aéroport et de faire une opération de change, de changer votre argent. Est-ce que vous avez été taxé à 30% à l'aéroport quand vous avez changé votre argent? Non, bien sûr que non. Non, parce que vous l'avez fait à titre particulier, a priori, temporaire, et surtout, c'est une opération de change. Donc, c'est pas du tout la même chose que taxer des plus-values sur les crypto-monnaies, etc. C'est pas la même chose. Donc, on pourrait imaginer que dans quelques mois ou quelques années, on puisse, à l'aéroport, échanger, non pas contre du dollar, mais contre du Bitcoin. C'est ce que tu dis. Oui, en plus, peut-être un jour, si le Bitcoin accepte enfin de remplir son rôle d'être peer-to-peer cash electronic system, mais si jamais il revient sur son abandon de le faire. Oui. Mais voilà, et du coup, ça inverse un petit peu les règles. Donc, du coup, si jamais je vends, par exemple, du Bitcoin contre du dollar, bah, c'est plus exactement la même chose qui se passait avant qu'il y ait cette loi au Salvador. Le Bitcoin était un actif numérique. Donc, si je vendais du Bitcoin contre du dollar, effectivement, j'avais fait une sortie d'argent. Et donc, j'avais pris mes gains, entre guillemets, donc il fallait que je paye 30%. Maintenant, c'est plus exactement la même chose. Et donc, il y a des gens qui ont compris ça, en tout cas qui le perçoivent. Et donc, ces gens-là disent, c'est super, je peux faire plein de ventes en Bitcoin et j'aurai pas de problème. Sauf que l'administration fiscale n'a pas pris position, parce que c'est pas à elle de prendre position sur définir qu'est-ce qu'une monnaie pour la France, qu'est-ce qu'une devise pour la France. C'est à la direction générale du Trésor de le faire. Et elle ne le fait pas. Donc, le ministre de l'économie ne prend pas position là-dessus non plus. Donc ça, c'est d'une part, si jamais je cède du Bitcoin vers une vraie monnaie, entre guillemets. Et par contre, à l'inverse, il y a des gens qui vont vendre, par exemple, de l'Ether contre du Bitcoin. Et avant cette loi, donc en fait, cette règle, elle reste toujours, hein, bien sûr. Quand on a mis en place la flat tax, donc les 30% sur les cryptos, sur la plus-value des cryptos, donc ça, c'est l'article 150 VH bis du Code général des impôts. En fait, cette règle, elle dit que vous êtes taxé uniquement si vous sortez contre une vraie monnaie, mais si vous faites crypto contre crypto, vous n'êtes pas taxé. À titre particulier ou temporaire, vous n'êtes pas... Voilà, parce que c'est crypto à crypto. Donc effectivement, les gens qui étaient habitués avant, par exemple, à faire des échanges entre l'Ether et le Bitcoin, ou entre n'importe quoi, Solana et le Bitcoin, ils se disent, crypto à crypto, il n'y a pas de souci. Sauf que maintenant, si jamais vous vendez... Allez, je vais reprendre encore un autre exemple, même si les gens se moquent souvent. Cardano. Si je vends du Cardano contre du Bitcoin, qu'est-ce que j'ai cédé contre quoi? J'ai cédé le Cardano. Cardano, c'est bien une représentation numérique d'une valeur, donc c'est bien un actif numérique. Mais je ne l'ai pas cédé contre une crypto, je ne l'ai pas cédé contre un actif numérique. Oui. Je l'ai cédé contre une vraie monnaie.
Oui, et puis, donc, ce que tu veux dire, c'est que si alors que je pensais pas payer. Ouais, mais donc ça veut dire que si la législation change par rapport à la considération du Bitcoin, donc le statut du Bitcoin, et que le Bitcoin est considéré comme une monnaie sur laquelle, donc du coup, si je change, je vais pas être taxé. Donc ça veut dire que, imaginons que moi j'ai une grosse fortune en Ethereum, je veux le sortir en argent fiat, mais bon là, c'est considéré comme un actif numérique, donc je vais être imposé sur la flat tax. Donc du coup, je change mon Ethereum en Bitcoin et je change mon Bitcoin en dollars. Et donc là, je suis pas taxé. Ah bah, à l'heure actuelle, de mon point de vue, mais c'est mon opinion personnelle, si vous vendez de l'Ether pour avoir du Bitcoin, vous avez vendu un actif numérique, l'Ether, contre une devise d'un pays reconnu par la France, qui est une devise étrangère. Donc c'est comme si vous aviez sorti du Bitcoin en dollars. Oui, si ce n'est que tu as dit que c'était... Ouais. Tu as dit que c'était pas encore considéré. Bitcoin en yens. Mais tu as dit que c'était... Et du coup, la règle fiscale, c'est que vous payez 30%. Donc en fait, il n'y a pas d'échappatoire. Ce que vous gagnez d'un côté, vous le perdez de l'autre, en fait, malheureusement. Oui, mais pour les USDT, les stablecoins, du coup, est-ce que ce serait pas du coup plus intéressant dans une logique comme ça d'aller vers des stablecoins qui peuvent être considérés comme des jetons actifs numériques ou en tout cas comme des jetons dans une certaine mesure, ou est-ce que eux aussi en fait sont considérés comme des monnaies? Comment est-ce que ça peut être perçu? Parce qu'ils sont pas reconnus comme des devises, hein. Ils sont même parfois pas complètement reconnus en tant que tels. On voit qu'au niveau de Mika, il y a eu peut-être un allègement dans la dernière version de Mika vis-à-vis des stablecoins américains, en tout cas, pas forcément européens mais américains. Est-ce que ça peut être une solution un peu transitoire à ce niveau-là ou... Alors, en fait, avant de parler des stablecoins, malheureusement, il faut vraiment clarifier pour que ça soit clair pour les auditeurs. En fait, quand on dit une monnaie ou de la vraie monnaie, etc., il faut bien distinguer en fait la monnaie ayant cours légal dans notre pays. Donc, notre pays au sens monétaire, c'est la zone euro. Donc, en fait, la monnaie ayant cours légal, ça, c'est l'euro. Et ça peut pas être autre chose. C'est la monnaie de la France et c'est la monnaie de la zone euro. Après, vous avez la monnaie électronique, qui n'est qu'une représentation officielle, légale, par des partenaires, enfin des intermédiaires agréés, de la monnaie ayant cours légal, ou d'une monnaie ayant cours légal, donc en gros d'une autre devise d'un pays officiel. Donc vous avez en gros quelque chose qui est l'euro, qui est la monnaie ayant cours légal. Vous avez vos 6 000 euros sur un compte BNP ou sur un compte Revolut. Ça, c'est de la monnaie électronique officielle légale. Et donc, c'est en gros une représentation virtuelle. En quelque sorte, on pourrait leur dire, mais c'est virtuel, en fait, quand même, ce que vous avez. Et qui représente, entre guillemets, des vrais euros. Et c'est vrai qu'après ça, totalement à part, à partir de 2016-2017, on a commencé à voir se développer des j'appelle ça pseudo-stablecoins, je m'expliquerai après si vous souhaitez, donc des représentations numériques sur... théoriquement, une blockchain qui est décentralisée et distribuée, mais en fait, en réalité, totalement centralisée pour la plupart, et qui représente 1 euro, 1 yen ou, non, en fait, dans la majorité des cas, le dollar. Et en fait, si on prend la définition que la France a choisie pour les actifs numériques, normalement, les stablecoins sont dedans, puisque c'est des représentations numériques d'une valeur, qui est la valeur sous-jacente, c'est le dollar, par exemple, pour l'USDC. Le stablecoin USDC n'est pas émis par une banque centrale, il n'est pas garanti par la banque centrale, il n'a pas le statut de monnaie officielle, mais il peut être accepté comme un moyen de paiement et il utilise une technologie blockchain. Donc on coche bien les 5 conditions. Donc a priori, le stablecoin, le pseudo-stablecoin, est bien une représentation numérique d'une valeur, donc c'est bien un actif numérique. Mais c'est vrai que ça aurait été quand même bien soit de créer une catégorie spécifique en disant le stablecoin a tel statut en France, comme ça c'est clair et tout le monde le sait. Et comme ça, on n'a pas de souci. Mais a priori, il n'y a pas de débat sur le fait qu'à l'heure actuelle, les stablecoins sont des actifs numériques parce que ce sont des représentations numériques d'une valeur. Donc le paradoxe, c'est que Bitcoin peut être considéré comme une devise, alors que les stablecoins sont exclus de cette catégorie, c'est ça? C'est vrai que c'est un petit peu cocasse, mais tout simplement parce que le Bitcoin a le malheur ou le bonheur, je ne sais pas, je vais pas prendre position là, mais en gros, le Bitcoin est reconnu par un État qui lui-même est reconnu par la France. Donc en fait, toute monnaie reconnue par un État reconnue par la France, c'est une devise étrangère pour nous. Point. C'est pas notre monnaie officielle à nous, hein, le Bitcoin, mais c'est une monnaie officielle d'un pays. Oui, mais tu disais que c'était pas vraiment reconnu comme ça parce qu'il n'y avait pas de prise de position aujourd'hui. Bah justement, en fait, il y a une prise de position implicite. Donc par exemple, si on avait vraiment voulu être très méchant, et on ne sait jamais, hein, ça aurait pu arriver, on aurait renvoyé l'ambassadeur du Salvador en disant on refuse de reconnaître le Salvador du coup. Comme ça fera que le Bitcoin, ça ne sera pas une devise. Vous savez, ça c'est des méthodes un petit peu brutales, mais ça aurait pu arriver.
Ils ne l'ont pas fait, parce que la diplomatie, c'est quand même important de maintenir des bons liens. Après, je pense que vous avez suivi que le président du Salvador a quand même une pression internationale qui est très, très, très forte de la part du FMI et des institutions internationales. Donc, on verra comment ça évoluera. Mais effectivement, tant qu'on reconnaît le Salvador et que le Salvador se choisit cette monnaie, on n'a pas vraiment de choix. C'est une devise étrangère. Sinon, on remet en cause tout le droit international, toute la reconnaissance d'un État envers un autre État, etc. Mais effectivement, si on prenait position, déjà, de mon point de vue, ça doit même pas être comme je vous ai dit, c'est pas l'administration fiscale de prendre cette position, mais ça nous gêne, ça nous embête parce que nous, ça va avoir une influence sur notre travail, notre capacité à bien travailler ou pas. Avoir des règles claires, aussi bien pour l'administration, pour nous, que pour les contribuables. Et je suis d'ailleurs aussi un contribuable, donc voilà, j'aimerais bien que ça soit clair aussi. Mais c'est quoi justement les enjeux si demain les bitcoins étaient reconnus par l'Europe comme une monnaie, c'est quoi les enjeux? Les enjeux, c'est que en fait, vous avez désormais quelque chose qui a été créé. Alors, on ne sait pas trop par quel groupe, mais bon, vous avez quelque chose qui a été créé et qui est en tout cas avec un contrôle qui se veut distribué, qui se veut un petit peu plus horizontal que la monnaie qu'on connaît à l'heure actuelle, avec une philosophie cypherpunk, etc. depuis les années 80. Donc, vous avez ça qui vient heurter en fait le principe du contrôle de la monnaie par des acteurs privés qui ont la délégation de service public. Donc, puisque la monnaie à l'heure actuelle est une monnaie privée, c'est juste que les différents gouvernements du monde, leur ministère de l'économie et leur direction du Trésor, qui définit la politique économique de chaque pays, a délégué ça à des acteurs privés qui sont organisés en banque centrale. Donc la banque centrale, au niveau organique, c'est une institution publique, mais au niveau fonctionnel, elle est constituée par des banques, un conseil de gouverneurs avec souvent des gens qui viennent de la banque, et ensuite elle permet à des banques commerciales de créer de la monnaie par le crédit. Donc la monnaie, quelque part, en réalité, elle est plutôt privée que publique, mais elle est toujours sous le contrôle, en tout cas de loin, soi-disant, des différents gouvernements qui ont délégué ça aux banques. Si jamais, effectivement, on reconnaissait qu'un État utilise une monnaie qui échappe totalement au contrôle bancaire, ou en tout cas qui souhaite échapper au contrôle bancaire et qui permet aux gens d'organiser directement entre eux ce qu'est la monnaie, du coup, ça a des changements importants en termes de monopole de ce qu'on a connu depuis en gros le XIIe siècle, où il y a eu la lettre de change et on a commencé à mettre en place des reçus sur les métaux précieux conservés par des orfèvres qui sont devenus les banquiers du nord de l'Italie et de la Belgique et de la Hollande ensuite. Donc, c'est pas Internet. Internet, c'était un petit changement. La crypto-monnaie, ça remet en cause un ordre qui est établi depuis le XIIe siècle. Voilà. Okay. Donc, je peux comprendre les résistances. Ouais, mais maintenant, le Salvador est le seul pays qui a décidé de changer le système. On sait que le Centrafrique travaille à faire la même chose. Alors, on sait qu'ils ont travaillé sur le Bitcoin et on sait que maintenant, ils ne vont plus aller sur le Bitcoin. Mais imaginons que le Centrafrique passe sur une monnaie donc officielle, crypto-monnaie. Est-ce que ça change la donne au niveau des enjeux mondiaux ? Pour moi, 1 ou 2 ou 3, à partir du moment où déjà il y en a un, c'est déjà compliqué en fait à gérer, quoi. Enfin, ou alors on a 197 États sur les 198 qui disent non, l'autre n'existe plus, on le reconnaît plus. Et, okay. Ça me paraît compliqué, quoi. Après, faut voir aussi sur la Centrafrique. J'avais regardé le texte, je l'ai trouvé beaucoup moins clair et beaucoup plus brouillon, désolé, que le texte du Salvador. Oui, je pense que c'est parce qu'ils ne savent pas vraiment la direction qu'ils vont prendre. Ils sont en train d'étudier la possibilité d'eux. C'est pour ça que ce n'est pas clair. Mais je me dis quand même que si on a demain 2, 3, 4 pays qui font comme le Salvador et qui disent « Ok, moi je sors du système et je décide que ma monnaie, ça sera le Bitcoin », ça fait quand même bouger les lignes. Parce que le Salvador, c'est un tout petit pays. Ok, toi tu dis c'est le principe. Mais s'il y a d'autres pays qui suivent, ça fait quand même bouger les lignes, ça pousse les lignes. Oui, c'est un rapport de force en fait. Effectivement, moi j'ai eu des réactions quand j'ai signalé ce problème. Donc d'abord en interne dans l'administration, parce que j'avais pas ça aurait été compliqué pour moi de le crier sur tous les toits en septembre. Donc je me suis contenté d'abord d'analyser et d'être certain que ce raisonnement était correct. Ensuite, il y a eu un avocat, donc Dominique Laurent, qui a commencé à publier à partir de octobre sur le sujet. Et après, j'ai essayé de recouper avec d'autres collègues et effectivement, j'en suis venu aux mêmes conclusions. Et après, c'est devenu un petit peu un secret de polichinelle que le Bitcoin était vraisemblablement une devise à partir de novembre. Donc, monsieur Dorian, c'est pas Dorian Rabault. Enfin, il y a une publication de plusieurs avocats sur LexisNexis. Et après, c'est devenu après, donc, j'ai commencé à en parler à ce moment-là. Ça me semblait un peu mieux choisi pour en parler.
Mais c'est des enjeux politiques, en fait. Ça dépend pas d'un inspecteur des finances publiques ou même d'un ministre. Enfin, c'est des enjeux qui sont très, très, très forts, en fait. On parle du pouvoir, désolé du terme, mais du vrai pouvoir. On parle pas du pouvoir monétaire du pouvoir des États. On parle du pouvoir monétaire, en fait. Oui, le pouvoir des États est inclus dans le pouvoir monétaire qui le dépasse et qui l'inclut, en fait, qui l'encadre. Oui, par exemple, tous les services publics de la France reposent sur la loi de finances là, qui va être votée et qui sera promulguée le 31 décembre au plus tard par le président de la République. Et ça permettra à tous les hôpitaux, toutes les routes, tous les commissariats de police et tout ce que vous voulez en France de pouvoir fonctionner parce qu'il y aura cette loi de finances qui sera votée et qui permettra de donner un budget à toutes les institutions et tous les services de France. Et cette loi, elle est exprimée dans une unité de compte qui est l'euro. Et qui décide de la masse monétaire de l'euro, du rythme auquel les euros sont créés par le crédit, c'est Christine Lagarde en fait et les 15 gouverneurs de la Banque centrale à Francfort. Donc en fait, Christine Lagarde, elle maîtrise avec bien entendu ses collègues, ses collaborateurs, et avec les banques, etc. Mais elle maîtrise le cadre monétaire à l'intérieur duquel il y a le gouvernement d'Italie, le gouvernement français, le gouvernement allemand, etc. Il faut bien comprendre que la monnaie, c'est un pouvoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important que le pouvoir étatique, en fait, dont il dépend. Et donc, en fait, on n'est pas dans un cas où on a l'État contre les utilisateurs de la crypto. On a les utilisateurs de la crypto contre le cadre monétaire actuel, et au milieu, il y a l'État. Oui, et reconnaître le Bitcoin comme une monnaie, c'est perdre un peu de son pouvoir, puisque puisque c'est décentralisé, le pouvoir passe au peer-to-peer, donc. En tout cas, ça nécessitera une adaptation, au minimum une adaptation. Je suis pas sûr que ce soit inéluctable que l'État perde du pouvoir si il acceptait que les gens désormais puissent gérer leur monnaie eux-mêmes et qu'il n'y ait plus de monopole. Mais il faudrait être malin. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, vas-y. Tu parlais de tout à l'heure, j'ai entendu que tu parlais de stablecoins qui étaient des pseudo-stablecoins, mais du coup, est-ce que pour toi, il y a d'autres catégories avec peut-être les stablecoins algorithmiques qui pourraient être des outils aussi pour les États éventuellement? Qu'est-ce que tu en penses de ces stablecoins algorithmiques? Sur les stablecoins algorithmiques, en fait, du coup, ça essaye de résoudre, de mon point de vue, de ce que j'en ai compris. C'est un des sujets que je connais le moins sur le plan technique, les stablecoins algorithmiques. Donc, j'ai des choses à apprendre. Par contre, ce que j'ai retenu, c'est le principe. Le principe, c'est que l'équilibre, pour faire en sorte que l'unité de ce stablecoin algorithmique soit toujours à une certaine valeur, est fait de manière donc automatisée à travers des différents pools de liquidité. Et en tout cas, c'est organisé de manière décentralisée et non pas par une fondation, une association ou une entreprise centralisée, comme par exemple iFinex pour le cas de Tether, qui d'ailleurs était enregistré dans des États à fiscalité privilégiée. Donc voilà, on n'est pas sur un fonctionnement qui, au final, on a fait la crypto pour que ça soit décentralisé, et à la fin, la principale pair trading, en fait, c'est une représentation virtuelle qui perd de la valeur pour acheter des choses concrètes dans la vie de tous les jours et qui représente un dollar qui lui-même perd de la valeur pour acheter des choses concrètes dans la vie de tous les jours. Ça, pour moi, c'est l'inverse total, en fait, de la philosophie des cryptos, qui est le prolongement monétaire de la philosophie du libre et de Linux, en fait. En fait, on est aux antipodes de ce qu'on souhaitait faire au départ. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça des pseudo-cryptos, parce qu'en fait, c'est une représentation de quelque chose qui, de base, n'est pas stable pour pouvoir acheter des choses. Ouais, moi, j'ai une autre question. Je sors tout à fait du sujet. Quand tu dépenses ton argent, ta crypto, avec ta carte Visa, donc on sait que Visa a fait un accord, et aujourd'hui tu peux payer ton pain ou Dieu sait quoi avec ta carte Visa, mais tu dépenses ta crypto. Ça, c'est de l'argent qui sort et qui est en dehors du système, en fait. Non, pas du tout. Pas du tout. Non ? C'est pas du tout en dehors du système. Bah non, parce qu'en fait, malheureusement ou heureusement, enfin moi, de mon point de vue, c'est plutôt malheureux. Et il faudrait, voilà, il y a peut-être des choses à faire de ce point-là, mais ça ne dépend pas de l'administration, ça dépend du Parlement, encore une fois. Donc la commission verte, donc la commission des finances de l'Assemblée et les personnes qui étaient autour et les députés ensuite de la majorité à l'Assemblée et au Sénat en 2019 ont souhaité, et Pierre Persson en faisait partie, même s'il a voté contre, il s'est prononcé contre, il n'a pas réussi à convaincre ses collègues en tout cas. Ils ont souhaité qu'on taxe les gens quand ils sortent l'argent contre une monnaie en cours légal, mais également quand ils achètent quelque chose, un bien ou un service. Et donc en fait, à chaque fois, il faut faire le calcul et il faut être taxé à 30% à chaque fois qu'on achète une paire de baskets ou à chaque fois qu'on achète
je sais pas, par exemple, je sais pas, une formation en ligne avec de la crypto. Mais attends, et en fait, ça, c'est une volonté des parlementaires. Mais c'est à qui de faire le calcul des 30%? Pardon? C'est à qui de faire ce calcul des 30%? Eh ben, c'est aux contribuables. C'est aux contribuables à chaque fois. Mais c'est ce que souhaitent les parlementaires. Attends, donc les députés et les sénateurs ont souhaité que Claudia Loma calcule à chaque fois qu'elle achète quelque chose en ligne avec de la crypto, même pour 50 €, il faut qu'elle fasse le calcul, en fait. Il faut qu'elle le déclare sur sa déclaration 2086. Mais c'est ingérable, en fait. Et ouais, oui, mais c'est pour ça qu'il faut vous poser la question, et là je sors totalement de mon rôle de fonctionnaire, c'est pour ça que je vous dis que je parle en mon nom et pas au nom de l'administration ni du ministère de l'économie. Posez-vous la question, pourquoi les règles sont à ce point compliquées? Pourquoi si vous voulez des règles qui ne sont pas compliquées, c'est très simple. Vous pouvez investir par exemple dans l'assurance vie. L'assurance vie, c'est simple, vous mettez votre argent dans une institution centralisée financière qui ensuite va reprêter votre argent pour obtenir un taux beaucoup plus élevé, donc un risque beaucoup plus élevé. Et par exemple, elle peut le prêter à un État qui est asphyxié financièrement et il ne pourra pas rembourser sa dette à long terme et vous ne reverrez pas votre assurance vie. Donc, vous pouvez faire d'autres choix qui sont beaucoup plus simples, qui vont peut-être même vous donner des avantages fiscaux. Et en fait, de mon point de vue, il ne faut pas être naïf. En fait, là où les règles sont très simples, c'est là où on veut vous emmener. Et là où les règles sont très compliquées, c'est là où on veut surtout pas que vous alliez, en fait. Mais Atli, moi j'ai quand même une question. Ça va tenir combien de temps, ça? Parce qu'en fait, moi je travaille, je fais beaucoup de présentations sur les comportements des Z et des alphas. Et d'ailleurs, Mathieu, c'est un sujet qui t'intéresse aussi. Attends, j'ai pas entendu les comportements des générations Z et des générations alpha. Ah oui, d'accord, ok, oui. Et on sait que ces générations, elles ont perdu confiance, mais fondamentalement, elles n'ont plus confiance et c'est des générations qui ne se projettent pas avec un compte en banque, qui ne se projettent pas avec des tiers de confiance. Et donc là, la décentralisation, on se rend compte qu'en fait, ça dépasse, en fait, ça nous dépasse, ça dépasse ce qui se passe aujourd'hui. La société est en train de se transformer et sur 10 ans, donc les gosses qui ont 12 ans aujourd'hui, on sait qu'ils n'iront pas faire un compte à la banque. On sait qu'ils n'auront pas d'assurance vie. Et d'ailleurs, ils sont très insécurisés parce qu'ils ont toujours vécu avec des crises et on sait qu'ils sont en recherche de sécurité. Mais ils ne vont pas chercher la sécurité en allant chercher des assurances vie ou ouvrir un compte livret A. Et donc, à un moment donné, toutes ces réglementations, c'est chouette, c'est super, ça fonctionne maintenant avec nos générations. Mais c'est les consommateurs qui vont pousser les lignes et qui, à un moment donné, ça va plus marcher. Comment tu projettes tout ça à 5 ans ou à 10 ans? Alors déjà, je ne partage pas du tout ton avis de dire que c'est chouette, c'est super. Les produits d'assurance vie, les produits pseudo-financiers à l'heure actuelle, pour moi, c'est, je me baignerais volontairement dans du purin plutôt que d'avoir des titres financiers classiques. Mais voilà. Non, mais je te rassure, quand je dis c'est chouette, c'est une façon de parler. C'est-à-dire que c'est chouette, ils nous imposent ça. Ils essayent de nous imposer ça maintenant avec des règles faciles et des règles difficiles. Et donc forcément, comme tu disais... Il y a des ristournes aussi. Vous avez des ristournes, voilà, si vous avez de l'assurance vie, etc. C'est chouette, hein. Enfin, voilà, comme vous dites, c'est chouette. Mais en fait, c'est peut-être... Oui. Si c'est chouette, c'est parce que peut-être les gens ont du mal à y aller nativement, donc il faut les guider. Comment se projeter? Alors déjà, sur le point de vue, alors ça c'est de la microéconomie et c'est de la psychologie sociale, comment essayer d'anticiper ou de voir un petit peu les comportements. Moi, ce que j'observe, c'est que il faut dissocier de mon point de vue les gens qui sont curieux de la technologie ou en tout cas qui ont des convictions très fortes et qui utilisent vraiment la crypto pour faire des paiements non pas acceptés en apparence les paiements en crypto, mais vraiment faire de la crypto, donc d'une adresse publique à une adresse publique. Ceux-là, de mon point de vue, sont vraiment minoritaires. Et après, il y a ceux qui sont dans l'incantation de dire qu'ils sont anti-système et qui, en réalité, utilisent tous des services centralisés, des applis centralisées parce que c'est plus simple à gérer, etc. Et l'expérience utilisateur est très bonne. Et particulièrement dans les générations récentes, en fait. Ils pensent être, entre guillemets, anti-système, mais ils sont totalement ils sont mis sur des autoroutes qui permettent de les contrôler, en fait. Donc, je ne suis pas super optimiste. Par contre, faut pas oublier que les outils, en fait, qui permettent aux gens de pouvoir échanger en réseau, donc échanger de la valeur, échanger des NFT, échanger quoi que ce soit, quand vous voulez faire ça de manière décentralisée, il vous faut des hubs, ou il vous faut des lieux de rencontre, donc des marchés. Donc, si vous avez des protocoles qui sont totalement distribués, de la DAO, des DEX, etc., et qui fonctionnent, ok, ça pourrait fonctionner, mais c'est en développement et c'est de plus en plus utilisé. Mais après, si vous voulez, à l'heure actuelle,
avoir un impact, en tout cas du point de vue de comment psychologiquement les gens, à mon avis, raisonnent, c'est qu'au bout d'un moment, effectivement, ils ont quand même besoin de l'utiliser dans le vrai monde, et pour ça, ils sont obligés de repasser en fiat. Et en fait, quand ils repassent en fiat, donc soit ils s'en rendent pas compte et ils pensent qu'ils repassent pas en fiat parce qu'ils ont une carte bancaire, mais en fait, ils repassent en fiat, et ils utilisent les services d'un prestataire de services de paiement agréé qui est censé respecter les règles du GAFI, sinon on lui envoie le SWAT, quoi, la police. Donc en fait, en face, entre guillemets, donc dans le monde actuel, le système bancaire centralisé qui a ce pouvoir depuis le XIIe siècle, vous avez cette volonté, en tout cas très forte, de maîtriser tous les canaux pour pas que les gens puissent partir et les maîtriser avec tous les moyens possibles. Donc, je ne sais pas à quel point cette stratégie pourra fonctionner sur le long terme. Ce qui est certain, c'est que si vous contraignez une population à utiliser une forme de monnaie qui perd de plus en plus de pouvoir d'achat dans la vie de tous les jours, vous allez avoir un problème. Ça, c'est clair que voilà. Et les 5 ou 10 ans, je suis incapable, je ne suis pas Madame Irma, mais voilà. On n'est pas à l'Angleterre. L'Angleterre, je leur souhaite vraiment du courage parce qu'ils sont déjà à un stade bien avancé avec 11% de hausse des prix. Et c'est la mesure officielle, donc ça doit être un peu plus. Mais quand les choses effectivement se gâtent un petit peu, les gens en général fuient la monnaie. Donc, mais on n'est pas au niveau encore du Venezuela, du Zimbabwe ou de l'Argentine, etc. Et ça se trouve, ça n'arrivera pas. Ça se trouve, ils arriveront à lisser un petit peu la descente de manière à ce que les gens ne sortent pas du cadre. Mais je sais pas, je demande à voir. Non, maintenant, il y a des gens éduqués qui ont une analyse holistique de ce qui se passe mondialement et au niveau de l'économie et l'inflation, etc. Et puis, il y a tous les gens qui paniquent simplement parce qu'ils vont faire leurs courses ou ils font le plein de leur voiture et ils voient que tout augmente. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui sont très insécurisés. Et j'entendais l'autre jour que les gens ont peur qu'il se passe la même chose qu'en Grèce et donc ils sortent leur argent à raison de... Alors on va dire en Belgique, en France, je sais pas, mais en Belgique, c'est 600 € par semaine avec votre carte. Et donc, ils sortent l'argent de la banque. Et on se dit quand même, si les gens commencent à faire ça, ça va coincer un moment. C'est pour ça en fait que c'est vraiment l'aspect psychologique et en fait la personne qui a réfléchi sur ça, bon, il y a eu des Grecs avant et des Égyptiens qui ont dû à mon avis penser à ça, hein. Moi, je vais pas faire du David Graeber, j'ai pas toute l'historique, mais la dernière personne à avoir dans l'époque on va dire Renaissance, avant la Renaissance, à avoir réfléchi de manière très structurée à ça, c'est Copernic, donc dans son traité sur la monnaie, et en fait il explique que les gens, si jamais ils sont dans un cadre contraint où on maîtrise les canaux monétaires et on essaie de les, entre guillemets, de les cadrer un peu trop fortement. Si jamais on les force à utiliser une mauvaise monnaie, ils vont la dépenser et ils vont garder la bonne monnaie, en fait. Et on appelle cette loi la loi de Gresham par erreur, parce qu'en fait, c'est la loi de Copernic. Mais du coup, moi, à titre personnel, si ça ne tenait qu'à moi, je garderais le minimum d'argent qui perd de la valeur, donc de fiat ou de dollars. Et j'accumulerai un maximum d'argent dont je pense qu'il gardera une meilleure valeur parce que la masse monétaire, elle est transparente, elle est distribuée, etc. etc. Le problème, c'est que si je fais ça, bon, déjà, j'ai quand même, pour mes dépenses courantes, besoin de payer en euros, puisque les commerçants en face n'acceptent pour l'instant que l'euro. Parce que eux, ce qu'ils regardent, malheureusement, ils ont une vision relative des choses et pas absolue. C'est-à-dire qu'ils vont regarder que le Bitcoin ou l'Ether, c'est pas stable en euros. Mais en fait, ils oublient que l'euro lui-même n'est pas stable et tombe en fait en kilos de sucre ou en kilos de viande ou en kilos de poisson ou en kilos de poireaux. L'euro ne fait que baisser en fait. Donc l'euro est totalement pas stable du tout en fait. Donc en fait, ça sert à rien de savoir si le Bitcoin est stable en euros. Déjà, l'euro n'est pas stable en fait. Donc il raisonne de manière relative et non pas absolue. Donc en fait, il faut déjà qu'il y ait un déclic mental chez les commerçants. Et malheureusement, ce déclic mental, il arrive que quand ils ont quasiment déjà tout perdu et ils ont une monnaie qui a tellement perdu de sa valeur qu'ils sont prêts à devenir des délinquants, c'est-à-dire en gros violer la règle qui a été définie dans le Code monétaire et financier qui dit que vous n'avez pas le droit d'accepter autre chose que l'euro en paiement. C'est une infraction avec une amende. Donc vous voyez que le système est quand même bien verrouillé. Et donc il y a un basculement psychologique qui est survenu au Venezuela, en Argentine, en Iran, en ce moment en Turquie. Il y a un basculement psychologique où le commerçant, pour moi c'est le commerçant qui fera la différence. C'est pas le cryptophile ou le crypto-enthousiaste
ou l'utilisateur de NFT depuis 2-3 ans qui va changer les choses, c'est le commerçant qui acceptera ou non telle ou telle monnaie parce qu'il a besoin d'accepter de la monnaie qui vraiment va marcher en fait. Mais donc toi, tu nous dis qu'en fait, le basculement, il va se faire au plus bas de la crise, quand les gens auront tout perdu. En fait, si on observe vraiment ce qui se passe dans les pays, déjà on observe que nous, certes, les choses sont un peu compliquées en France sur le plan économique et politique, même avec les gilets jaunes, etc., depuis quelques années, mais il faut pas non plus... faut être lucide. On a, je crois, le 15e ou 20e niveau de vie au monde en PIB par habitant, même si c'est pas une mesure parfaite. On part de haut. Donc en fait, voilà. Et souvent les crises monétaires, c'est vraiment en bout de course. Et le basculement, en tout cas dans la population et les commerçants qui vont avoir la caisse avec l'euro, mais en fait la caisse avec les cryptos ou accepter autre chose en même temps, c'est dans les pays où vraiment le système est tellement allé au bout de sa logique que la monnaie s'effondre en fait. Et on n'y est pas. Pour l'instant, elle perd sa valeur, mais progressivement, les gens commencent un peu à s'en rendre compte, mais c'est pas ce qu'on appelle la vélocité monétaire. C'est-à-dire que je ne sais pas si tu t'es levé ce matin, Claudia, la première chose à laquelle tu as pensé, c'était de vider tous tes comptes en euros et de les donner à Mathieu. Et Mathieu a pensé à faire la même chose pour les redonner à quelqu'un d'autre. Ça, c'est la vélocité monétaire. Et c'est ça qui fait que la monnaie s'effondre. C'est quand vraiment on cherche à s'en débarrasser au maximum, en fait, et très vite. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Faut surveiller l'Angleterre, vraiment. Hein, parce que l'Angleterre, ça sent très, très mauvais quand même. Ah oui, explique un peu. Le Royaume-Uni, j'ai quelques amis qui sont là-bas. Ils m'expliquent que... en fait, déjà, pour avoir une alimentation de qualité, désormais, il faut vraiment mettre un prix très important. Sinon, vous avez de la nourriture très industrialisée importée d'Amérique latine sur certains rayons. Et si vous voulez de l'organic food, en gros, il faut avoir un réseau social avec des vrais gens, des vrais voisins, aller chercher les produits à la ferme. Mais en gros, il ne faut pas habiter à Londres, quoi. Et les prix augmentent de 11% ou un peu plus. J'ai pas suivi le dernier chiffre de la hausse des prix à la consommation, mais 11%, ça commence à être, c'est pas cool, quoi. Enfin, je dis pas que le Royaume-Uni va devenir le Zimbabwe, mais le Royaume-Uni risque de ressembler, à mon avis, peut-être à l'Argentine dans quelques décennies, en fait, voire avant. Et ouais, non, mais c'est vraiment intéressant. Moi, je pense comme approche aussi pour appréhender l'évolution aussi de ces actifs, ces nouvelles manières de penser aussi la monnaie. Et donc, effectivement, on a un côté où on pourrait payer finalement en Bitcoin. Aujourd'hui, quand on paye en Bitcoin pour acheter un actif, en réalité, il y a une conversion entre les deux en euros. Et donc, c'est là qu'il y a la question aussi de la fiscalisation qui s'opère, puisque la personne ne peut pas non plus, le commerçant, accepter directement aussi le Bitcoin. C'est pensé comme du troc en fait, ça revient un peu à ça. Par contre, quand on est dans l'univers NFT, qui nous intéresse aussi beaucoup avec Claudia, on est entre actifs numériques, c'est-à-dire que par principe, on est, alors pour l'instant en tout cas, tant que Mika est pas à l'œuvre, on a d'un côté par exemple des Ethers, et de l'autre, on va avoir un NFT qui peut représenter une valeur, qui peut représenter un actif numérique, mais aussi parfois des actifs qui sont bien tangibles, qui peuvent être une paire de baskets, qui peut être livrée à la personne qui a le NFT. Dans un cas comme celui-là, finalement, est-ce qu'on ne prend pas le problème de l'autre côté pour créer une sorte d'économie parallèle, finalement, basée sur une approche complètement numérique de la monnaie et décentralisée? Alors, les NFT, donc en fait, déjà, il faut bien... Je vais aller du général au particulier, un peu comme d'habitude, mais en gros, donc du coup, pour les NFT, donc les jetons non fongibles, donc qui se veulent uniques ou en tout cas identifiables. Chaque jeton va être identifiable en particulier et ça va permettre de le distinguer d'un autre. Au niveau juridique, donc encore une fois, on parle pas de fiscalité du tout là, on parle pas de comptabilité du tout, on parle uniquement de la définition juridique de base. Donc, toujours cet article L5410.1 du Code monétaire et financier. La première partie, donc le petit 1, en fait, il définit ce que c'est que les jetons. Et en fait, il renvoie à l'article L552-2 du Code monétaire et financier. Et en fait, il nous dit qu'un jeton, en fait, c'est un bien incorporel qui représente sous forme numérique un ou plusieurs droits qui peuvent être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen, en gros, d'une blockchain, quoi. Je vous la fais plus courte. Mais du coup, il ne nous parle pas de jetons fongibles ou jetons non fongibles. Donc, en fait, c'est pas précisé si ça inclut... il n'y a pas de conditions supplémentaires pour que une chose, entre guillemets, devienne un jeton. Il n'y a pas de condition de fongibilité ou de non-fongibilité. Donc, normalement, le principe, tu
tu me corriges, Mathieu, si je fais erreur, mais normalement, on ne rajoute pas une condition qui n'est pas prévue par la loi. Le droit est toujours normalement de manière interprété de manière restreinte. On n'interprète pas de manière large et on ne crée pas des choses qui n'existent pas, qui sont pas été. On a une vision positive du droit en France, en tout cas, c'est notre héritage de droit romain. Donc, normalement, on n'est pas censé ajouter une condition de fongibilité ou de non-fongibilité. Donc, normalement, ça c'est le point de vue le plus, on va dire, le raccourci le plus simple. Normalement, effectivement, un jeton non fongible est censé être un jeton au sens légal. Donc, c'est censé être un actif numérique. Et si je vends de l'Ether, j'apporte de l'Ether sur OpenSea ou une autre plateforme, si je vends de l'Ether, donc je vends un actif numérique, et en échange, j'acquiers un actif numérique. Donc, du coup, j'ai fait une opération crypto à crypto, et effectivement, je n'ai pas d'imposition. Si le NFT en question est bien un jeton. Et c'est toute la question, c'est-à-dire qu'effectivement, quand, encore une fois, cette définition a été créée et votée par le Parlement, il n'y avait pas encore de NFT vraiment utilisé. Tu vois, Mika propose d'exclure justement les NFT de son champ d'application, par principe, on va dire. Alors, c'est pas systématiquement le cas, hein. Il peut y avoir des NFT qui partagent des caractéristiques avec des jetons, enfin des actifs numériques, enfin des cryptoactifs dans la terminologie qui est celle de Mika, avec justement ces NFT, ou qui peuvent être aussi des NFT qui sont des instruments financiers. Qu'est-ce que tu en penses de cette exclusion un peu de principe des NFT? On le vit quand même dans le secteur des cryptoactifs. On voit que les usagers, ou en tout cas les porteurs de projets, sont plutôt contents de ça. Mais finalement, c'est aussi à double tranchant pour eux. Par rapport à justement ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce que tu en penses de ça, justement, de cette exclusion? Il y a toujours un équilibre à avoir, en fait, quand on... Enfin, je suis juriste de formation, mais je travaille pas à écrire et à amender ou à proposer des lois, etc. Mais a priori, normalement, il y a un équilibre à avoir quand on écrit une loi, qui est d'être suffisamment précis pour que les gens aient de la sécurité juridique et ne se retrouvent pas avec des règles qui changent tout le temps, et pouvoir un minimum anticiper les choses. Et donc, il faut que les règles, normalement, soient fines. Donc, c'est vrai que les NFT, c'est quand même un phénomène qui a beaucoup fait parler de lui. Il y a beaucoup de gens là qui sont arrivés ces 2-3 dernières années dans les cryptos via les NFT. Donc, les NFT, ça demande, de mon point de vue, une définition particulière. En tout cas, ça serait souhaitable. Et après, l'autre écueil, c'est de ne pas non plus faire quelque chose de trop précis et trop figé, parce que si la technologie rechange, par exemple, enfin, voilà, si on n'est jamais, on peut pas tout anticiper et tout savoir, donc il faut faire quand même aussi des définitions qui sont un petit peu larges. Mais ce qui est sûr, c'est que le critère de non-fongibilité, de mon point de vue, on devrait en tout cas modifier la loi pour expliquer que dans tel cadre, c'est un actif numérique ou ça n'en est pas un, ou alors on le met dans une autre catégorie. Mais à mon avis, ce qui est proposé au niveau européen est bien. Après, ça va avoir un impact sur la fiscalité, puisque du coup, selon la règle fiscale qui en sera issue, puisque je rappelle pour les auditeurs, Mika est un projet. Mika sera probablement en vigueur pas avant 2024. Et Mika ne parle pas d'actifs numériques, ça c'est le seul nom officiel qu'il faut employer en France. Cryptoactif, ça n'existe pas encore. Ça existera avec Mika quand Mika entrera en vigueur. Mais du coup, quand Mika entrera en vigueur, c'est un règlement européen, donc c'est une norme européenne qui s'applique immédiatement et qui ne nécessite pas de loi pour transposer. Et donc, de facto, l'ancienne définition et toutes les anciennes règles de droit uniquement français, ces règles-là de notre petite France à nous, dans la grande Europe, elles disparaîtront, en tout cas, elles n'auront plus de valeur comparée à la grande règle européenne qui sera au-dessus. Et donc, du coup, il faut voir aussi... l'insécurité qui existe entre devises ou actifs numériques pour le Bitcoin, c'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est que ça va durer jusqu'en 2024. Et après, à partir de 2024, il faudra regarder si le nouveau texte Mika aussi règle cette insécurité ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne regardera plus nos normes françaises mal écrites, mais on regardera les normes européennes, qui, j'espère, seront mieux écrites. Magnifique. On arrive à la fin de ce podcast et pourtant on a encore plein de choses à dire. Donc, en tout cas, oui, ça fait presque 50 minutes qu'on est là ensemble. Akli, on doit refaire un podcast. En fait, il y a trop de choses à dire. Donc, on va reprogrammer ça. Mathieu, une dernière question pour clôturer? En tout cas, ouais, merci. Et on voit vraiment la modification un peu de paradigme
qui est proposé en fait par ces crypto-monnaies. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir un point de vue à la fois financier, fiscal et qui prend à la fois en compte finalement le système tel qu'il est aujourd'hui et la proposition finalement qui est faite par finalement cette philosophie un peu cypherpunk qui a été remodelée de multiples fois par des acteurs qui portaient aussi d'autres valeurs. Donc moi je trouve ça très très intéressant. Et Akli, le mot de la fin? Le mot de la fin, il faut surveiller, de mon point de vue, plutôt que les cryptos, il faut vraiment surveiller la volatilité, enfin vraiment la propension qu'ont les gens à se débarrasser de l'euro et de la monnaie ayant cours légal, voilà, des monnaies actuelles entre guillemets. Il faut vraiment être en veille pour voir ce qui va se passer, parce que le contexte énergétique et politique est global et pas très réjouissant. Voilà. Oui, et quelque part on comprend les gens qui paniquent. Mais c'est vrai que ça passe par la compréhension, une compréhension 360 des enjeux, parce que tout est lié. Et oui, moi j'ai l'impression que, je sais pas vous, mais je parlais à mes parents l'autre jour, je dis mais vous avez vécu des crises, mais est-ce qu'elles étaient aussi proches de nous? Et mes parents me disaient mais je sais pas, non, on n'a pas de souvenir. Moi en tout cas personnellement c'est la première fois de ma vie que je sens la crise, enfin pas que je la sens financièrement parce que on a de la chance, on a de la chance, on est des êtres privilégiés, il faut pouvoir l'apprécier, je dirais, mais je vois quand même autour de moi des choses que j'ai jamais vues, et c'est peut-être parce que depuis que je suis dans le Web3, j'ai une compréhension plus holistique de ce qui se passe, que je suis plus proche des enjeux économiques et que je les comprends mieux, mais oui, je sens le sol qui tremble en fait. Et je me dis que les gens qui sont moins privilégiés doivent vraiment être en panique. Et je comprends qu'ils vident leur compte. Franchement, je comprends. Mais s'ils vident leur compte, ça va aller très très mal. Parce que si tout le monde se met à faire ça... voilà. Donc j'ai envie de vous dire, le mot de la fin, c'est mettez-vous en apprentissage, essayez de bien comprendre ce qui se passe autour de vous, informez-vous, ne prenez pas de décisions légères, n'investissez pas d'argent que vous ne pouvez pas perdre, ne pensez pas que la crypto-monnaie, c'est vous allez devenir milliardaire et aller vivre à Dubaï en Ferrari. C'est pas ça, c'est bien plus que ça. Ce sont des enjeux mondiaux, économiques, philosophiques, et mettez-vous en apprentissage donc avant de prendre des décisions. Voilà, on vous souhaite une bonne écoute. Akli et Mathieu sont à votre disposition sur les réseaux sociaux. Je mettrai les liens dans la description si vous avez envie de leur faire du feedback, de leur donner votre avis ou de leur poser des questions. Ne les noyez pas non plus de questions, mais parce qu'ils ont du travail, ils ont beaucoup de travail. Merci en tout cas pour le travail que vous faites tous les deux. Et à nos auditeurs, si vous avez envie d'en savoir plus, inscrivez-vous sur notre site. On a un petit call to action pour que vous mettiez votre adresse mail. Et on essaye en tout cas de vous donner, nous, de l'information à notre petite échelle. On fait ce qu'on appelle la part du colibri. On vous envoie chaque semaine donc un podcast à écouter qui n'est pas le nôtre. Enfin, le nôtre aussi, évidemment, mais un podcast qui n'est pas le nôtre. Un livre. Un projet, parfois on a des projets coup de cœur et on les met en avant, et une vidéo qu'on a regardée et qu'on veut partager avec vous. Donc on essaye, nous, effectivement, d'être à notre petite échelle, d'amener de la compréhension, et on le fait pas seulement par notre podcast, mais aussi par les contenus qui nous ont marqués et qui nous ont inspirés, et on les partage avec vous. Voilà, on vous souhaite une bonne écoute et à très bientôt.